Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose que nous décryptions la journée du vendredi jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons décrypter le sommet Trump-Poutine. Et le vendredi, j'ai un peu suivi les choses en direct pendant que ça se passait. Et j'ai beaucoup rigolé. Et surtout, j'ai beaucoup rigolé de la condescendance de beaucoup d'Européens pendant qu'il y avait cette rencontre entre Trump et Poutine. Parce qu'ils en ont profité tout le temps pour essayer de tacler la Russie, pour essayer de tacler Poutine, pour essayer de rappeler des choses. Et ça m'a bien fait rire parce que moi, c'est la fin qui m'a le plus réjoui. L'une des choses qui m'a le plus fait rire, c'est d'abord ici. C'est d'abord ici. Ouais, là, c'est Vladimir Poutine et Trump qui sont en train d'aller marcher pour aller montrer là où il y a marqué Alaska 2025. Et toujours, vous avez les Européens, ou en tout cas les Occidentaux, qui rappellent la subtilité de Donald Trump. Le survol des B-2 et des 4 F-35, tout furtif, n'est pas fait pour impressionner Poutine. C'est un message, un rapport de force direct et immédiat qui rappelle à Poutine qui est la première puissance militaire au monde. Et il faut rire, il faut rire. Voilà la séquence. Bien évidemment, on peut aussi comprendre, on peut souscrire, puisque les Américains en ce moment, on voit leur leadership militaire être remis en question, donc ils ont besoin de faire les gros bras. On peut comprendre, c'est normal. Ça, c'est l'une des choses qui m'a fait rigoler, que je me suis dit, bon, vaut mieux que je capte ça parce que c'est important de capter comment ces gens-là voient les choses et surtout leur état d'esprit. Et ici encore, l'une des choses pour faire mentir les médias, ici on voit Trump et Poutine en train de discuter avant la conférence de presse ou après. Ouais. Et là, ils se parlent tranquillement alors qu'on essaye de faire passer dans la presse que soi-disant la réunion se serait mal passée. Et Poutine, il est plutôt dynamique ou il bouge souvent les jambes par rapport à Trump qui reste plutôt statique. Et donc on dit CNN a rapporté que Trump était en colère contre Poutine après la réunion. Et là, on montre les images de deux justement après la réunion. Et il ne semble pas avoir de problème. Pour bien vous montrer que dans les médias, on essaye toujours de tirer profit de soi disant ouais, il s'est énervé contre Poutine, il a dit des choses à Poutine ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Comme vous pouvez le voir ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est qu'après vous avoir montré l'état d'esprit des Européens avant cette réunion, moi, je voudrais vous montrer la tête de Trump après cette réunion. Mais ce qui a rendu tout le monde dingue en Occident, ce qui a vraiment rendu tout le monde dingue en Occident, c'est la séquence ici. Là, c'est commenté sur le plateau de BFM TV plus ou moins, mais moi, je trouve ça intéressant juste pour regarder. C'est cette séquence, parce qu'on a eu plein de chefs d'État qui sont partis aux États-Unis. Jamais il s'est passé ceci avec Trump. Écoutons. Et surtout, regardez, parce que le monsieur, il dit quelque chose de vrai, mais c'est pas très important. Ce qui est le plus important, c'est surtout ce qu'il décrit. Je pense que c'est quelque chose qui tout d'abord, c'est une situation absolument extraordinaire au sens fort du terme. Je pense que c'est un honneur peut-être un peu disproportionné fait au président russe, il y a aucun doute. C'est un geste politique à notre endroit, c'est-à-dire que c'est une manière de nous dire que nous ne comptons pas et que les Ukrainiens ne comptent pas et que le véritable dialogue, c'est le dialogue à l'ancienne entre dirigeants de grandes puissances nucléaires qui parlent en tête à tête et qui règlent leurs problèmes sans tenir compte des petits peuples, des subalternes. Donc, si vous voulez, je crois que pour nous, c'est très dur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. La question maintenant, c'est Monsieur Trump va-t-il parvenir à obtenir un résultat? Il ne faut pas non plus, comme disait un de mes collègues et amis, vendre la peau de l'ours avant de la voir. L'ambassadeur fort, qui est, voilà, exactement. Qui est toujours en plateau avec nous. Je sais. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se joue?
Est-ce qu'on va vers une suspension des hostilités par le biais d'un cessez-le-feu général ou partiel, ou est-ce qu'on va vers l'ouverture de négociations de paix, ou est-ce qu'on va vers la poursuite de la guerre? Ce sont les trois options. Et donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ce qui s'est passé là. Vous avez vu Poutine et Trump sur l'estrade descendre et aller monter dans la voiture ensemble. Et normalement, le protocole avait prévu qu'il devait avoir une voiture pour Trump, une voiture pour Poutine pour aller là où allait se tenir la réunion. Et les deux, ils sont montrés dans la même voiture, ils étaient en train de parler comme des potes. Et ça les a rendus dingues. Ça les a rendus tous dingues. Ils n'en revenaient pas que tous leurs présidents là, les Merz, les Meloni, les Van der Leyen, les Macron, les machins, personne n'avait jamais n'avait reçu autant d'égards de la part de Trump que Vladimir Poutine. Toute télé, ils étaient morts. Ils en pouvaient plus. Ils ont commenté ça mille et une fois. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était l'autre là, le faux espion du KGB, là, comment il s'offusquait. Regardez-le. Écoutez-le. Et assez nostalgique des anciennes périodes. Quand Gérard Haro dit Poutine c'est la Russie, non, je m'excuse, Poutine n'est pas la Russie. Poutine actuellement c'est le régime de Poutine qui s'est accaparé depuis 25 ans de la Russie, qui torture la Russie. Et je vous rappelle quand même, et à Monsieur l'ambassadeur, que la Russie est la première victime de Poutine. Et donc quand il dit la Russie va faire ça, comme Trump d'ailleurs, ce n'est pas. Regardez la tête de Gérard Haro. Regardez la tête de Gérard Haro quand l'espion de derrière la maison, là, l'espion du dimanche, il est en train de parler. Regardez la tête de Gérard Haro. Ça vous dit tout. Tout le sérieux qu'il accorde à ce monsieur qui passe tout ce temps à parler sur LCI. Regardez la tête de Gérard Haro. C'est un concept quand même assez nostalgique des anciennes périodes. Quand Gérard Haro dit Poutine c'est la Russie, non. Je m'excuse, Poutine n'est pas la Russie. Poutine actuellement, c'est le régime de Poutine qui s'est accaparé depuis 25 ans de la Russie, qui torture la Russie. Et je vous rappelle quand même, et à Monsieur l'ambassadeur, que la Russie est la première victime de Poutine. Et donc, quand il dit la Russie va faire ça, comme Trump d'ailleurs, ce n'est pas les États-Unis. Il y a 77 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. Aux États-Unis, il y a 340 millions d'habitants. Il y a 245 millions de voteurs. Ça veut dire que Trump ne représente que un tiers du corps électoral et un cinquième de la population américaine. Et vous avez vu l'exercice qu'il vient de dire là? Là, ça se voit qu'il est ultra énervé. Parce que l'exercice qu'il fait de l'arithmétique électorale, c'est ce qu'on ne fait jamais, qu'on ne fait plus jamais sur les plateaux télé. Parce que quand tu commences à dire ça, tu commences justement à dire la vérité sur ce qu'est la démocratie. Que la démocratie, ce n'est pas la majorité qu'on fait croire à tout le monde que soi-disant ça serait 50% du pays qui aurait voté quelqu'un. Non. C'est 50% du corps électoral qui élit quelqu'un. Donc à cela, tu enlèves tous les bébés, tu enlèves tous ceux qui n'ont pas l'âge de voter, tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, et sur ceux qui restent, qu'on va prendre les 50%. Et quand tu fais ça, et quand tu critiques Trump, qui lui, sur la totalité des gens qui étaient inscrits sur les listes, il a pris plus de 50% des gens qui étaient inscrits sur les listes, et il a pris plus de 50% des électeurs, Trump est l'un des présidents de l'ère démocrate, là, les mieux élus au monde. Mais maintenant, posez-vous la question. Si on fait la même chose avec Emmanuel Macron, si on fait la même chose avec François Hollande, si on fait la même chose avec la plupart des dirigeants d'Europe, qu'est-ce que ça donne? Merz lui-même qui est en train de diriger l'Allemagne, est-ce que lui, il représente vraiment la totalité de l'Allemagne? N'est-ce pas l'AFDL qui arrivait en premier en Allemagne? Mais elle ne gouverne pas. N'est-ce pas le NFP qui est arrivé premier aux élections législatives en France? Mais elle ne gouverne pas. Et donc, l'arithmétique qu'il est en train de faire là, ça se voit qu'il a perdu les pédales et qu'il est ultra énervé. Parce que là, il casse les codes de justement de
de la croyance en la démocratie. Les plateaux télé, ils savent bien qu'ils ne parlent pas de chiffres, d'arithmétique électorale. Ils préfèrent parler de pourcentage parce que ça fait croire à tout le monde que c'est 50% de la population qui a élu quelqu'un. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Et le pire, c'est Macron. Macron, lui, il a une base de 20% de la France. Il est entre 20 et 30% de la France. Mais par contre, Macron, il a une base ultra solide. La base de Macron, c'est toute la bourgeoisie, aussi bien de droite que de gauche. Ils font tous semblant de se battre sur les plateaux, mais ils sont tous derrière Macron. Macron n'a jamais, est toujours entre 20 et 30% des Français, quoi qu'il arrive. Et c'est ces gens-là qui se sont le plus gavés pendant les 2 mandats de Macron. Toutes les lois ont été mises en place pour que ces gens-là fassent des choix qui leur permettent de s'en sortir mieux que le reste des Français. Et de toute manière, il n'y avait que eux pour pouvoir faire ça parce qu'ils en ont les moyens. Poutine ne représente non plus la Russie. En tant que Russe qui est exilé depuis 25 ans, je ne peux pas accepter ça non plus, monsieur l'ambassadeur. Gérard Haro. Je suis désolé, mais les relations internationales, moi je ne sais pas les gérer si on ne gère pas des relations d'État à État. Alors je suis désolé. Ah, vous vous en fichez, oui, effectivement, vous êtes désolé. Moi je vis dans mon pays et je suis... Il a dit, moi je vis dans mon pays. Il a dit, il est exilé. Et depuis quand il vit dans son pays? Consterné par le sort de mon pays. Vous êtes désolé parce que vous n'avez... Il a dit, il est consterné par le sort de son pays. Il faut l'attendre parler, celui-là. Je crois qu'il a oublié dans quel état il a laissé son pays quand il est parti. Je crois que lui, il a vraiment oublié dans quel état il a laissé son pays quand il est parti. Il faut les attendre eux-mêmes sur les plateaux de LCI quand ils analysent ce qu'était la Russie au moment où Poutine il a récupéré. Et qu'il y avait des agents américains qui travaillaient partout en Russie. Même dans des bureaux administratifs de Russie, on trouvait des Américains. Et qu'on vous parle même pas de l'état de la rue, de l'état de la mafia, de l'état des oligarques. Lui, il oublie, lui. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'Occident se sert toujours de ces gens-là, de ces exilés qui sont cachés là, pour raconter des conneries. Parce que ces gens-là viennent toujours dire, oui, mais mon pays c'était mieux, lui il fait pas bien, c'est comme le chat là, le chat d'Iran. Le chat d'Iran là, il est sorti de nulle part au moment où, comme par hasard, l'autre pays du Moyen-Orient était en train d'attaquer l'Iran. Pour dire que oui, renverser les machins et tout ça, pour faire quoi? Il allait venir, la première chose qu'il allait mettre, il allait faire, et ça je suis sûr, je mets ma main à couper, le chat d'Iran là, la première chose qu'il allait faire en arrivant, ça allait de remettre toute la technologie hypersonique iranienne aux Occidentaux. C'était la première chose qu'il allait faire. C'est comme celui-là. Il raconte sa vie. Aujourd'hui, tout le monde qui part à Moscou, ou la plupart des gens qui reviennent de Moscou, vous disent que Moscou est plus proche de Dubaï que de Paris, en termes de sécurité et de propreté, mais lui, il vient s'en plaindre. Et c'est normal que la Russie, toute la Russie ne soit pas dans l'état de l'Occident, puisque, la Russie, c'est le plus grand pays au monde. Donc, moderniser toute la Russie prendra plus de temps que moderniser toute l'Europe. Et ça coûtera plus cher, et surtout, ils partent pas de la même ligne que la France. Il y a 20 ans, la Russie, c'était pas la France, puisque la Russie, c'était rien. Et c'est qu'ils ont fait en 25 ans, par rapport à l'évolution de l'état de vie, du niveau de vie des Russes, par rapport à ce qui se fait en France depuis 25 ans, ça n'a rien à voir. Dans un sens, ils sont en train d'aller vers l'avant, dans l'autre sens, on est en train de reculer. Tous les Français le disent eux-mêmes qu'ils vivent moins bien maintenant qu'ils ne vivaient avant, et ils se projettent tous avec l'idée en tête que leurs enfants vivront encore moins bien que eux. Mais lui, il se plaint. Voilà les ingrats. Trump, d'ailleurs, vous n'avez peut-être rien à faire aussi de la Russie. C'est la réalité politique, je l'ai dit. Hein. Je m'en fiche de la réalité. La réalité... Il a craqué, ça y est. Je savais même pas qu'il avait craqué comme ça. Il a craqué, il a dit je m'en fiche. Désolé. Il a craqué. Ce n'est pas la réalité, c'est ce que vous acceptez de cette réalité. Si vous acceptez le régime nazi et les camps de concentration, vous acceptez Hitler. Voilà, si vous acceptez le goulag, vous acceptez Staline. Il a perdu la tête. C'est comme ça pour la plupart de tous ces pros occidentaux qui pensaient que Trump, il allait plier Poutine ou quoi que ce soit. Quand ils ont vu que
Poutine a été reçu avec plus d'égards qu'aucun autre chef ou président ne l'a jamais été. Ils étaient déjà tous très énervés comment ça a commencé. Mais là où ils seront encore mieux, c'est vers ici, là, quand on va voir la séquence de Trump et de Poutine. C'est ici.